Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, une histoire particulière, une histoire d'auditeur comme vous les aimez. Paul, qui, le pauvre, s'est fait larguer la veille de son mariage. Bonjour Paul. Salut. Ça faisait combien de temps, raconte-moi, que tu étais en couple avec ton ex-copine? Écoute, c'est un peu dur d'en parler parce que c'était même mon ex-fiancé. Oui, ton ex-fiancé. Ah là, désolé. On a été ensemble pendant 6 ans. Ok. Donc, c'est un peu ridicule de venir le déployer comme ça publiquement. Et en même temps, ça peut être un peu cathartique pour moi, je pense. C'est ce qu'on me dit souvent, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la libération de la parole et surtout, et je l'espère, que tu auras des témoignages d'autres personnes aussi qui ont vécu la même expérience pour te rendre compte qu'en fait, c'est assez universel, toutes ces expériences de vie. Donc ça faisait 6 ans, et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Écoute, pas vraiment, parce qu'on préparait notre mariage et on se dit que ça n'arrive que dans les films. C'est vrai. De se faire larguer la veille du mariage. Tu prépares tout ce qu'il y a à faire, donc t'invites tous tes meilleurs amis, ta famille, tu t'arraches les cheveux sur le plan de table. Enfin, c'est vraiment les scènes d'un film, quoi. Et puis ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent. Pardon de parler d'un truc basique, mais outre le fait de se faire larguer et d'avoir le choc de sa vie, mais mon Dieu, rien ne va, quoi. Non, mais c'est ça. Et tu te prépares pour l'engagement d'une vie, en fait. Bien sûr. Et là, la veille du mariage, par un texto. Oh non. Pauvre. Je suis désolée. Non, écoute, c'est moi qui suis désolé. En fait, je suis pas venu te parler de ça. En fait, je viens hacker ton podcast. Je suis navré. Mais l'histoire que je te raconte est complètement fausse. Mais c'est une blague. En fait, les 6 dernières années de ma vie, je les ai engagées auprès de Médecins du Monde. Et donc, si t'as 1 minute, j'aimerais bien te parler de notre association. Alors, il n'y a pas d'ex-fiancé, pas de texto, rien du tout? Rien du tout. What the fuck? Mais je me suis fait totalement avoir. Attends, je me retourne vers Pierre, qui est ton pote, qui m'avait parlé de toi en mode, tu vas voir, il y a une histoire de dingue. Pierre, en fait, tu m'as mytho depuis le départ. Mais c'est pas... Je suis navré. Ouais. Attends, j'essaie de m'en remettre. Ok, et on débarque chez toi, mais vraiment, ça vaut le coup. C'est une incroyable association et moi, ça fait 6 ans que je m'éclate dans mon job et donc, je suis venu pour te parler de ça. Ok, alors, ça m'intéresse grave. Tu vas m'en parler. Je suis juste en train de faire le deuil d'une histoire qui avait l'air folle. Je comprends. Mais je vois qu'il y a une belle cause derrière, donc j'ai envie de dire que je t'en veux pas. Raconte-moi, c'est quoi Médecins du Monde? Moi, je connais d'autres associations. C'est une ONG, non? C'est ça. Médecins du Monde, c'est une ONG. Et donc, on a beaucoup la réputation d'être à l'international. Et c'est vrai, on intervient dans plus d'une 30aine de pays. C'est dans votre titre même. Médecins du Monde, exactement. En fait, ce que les gens ne connaissent pas bien, c'est le fait qu'on est très présent en France. Ouais. On a été une des premières ONG européennes d'ailleurs à déployer des actions sur le sol européen, alors qu'on était d'abord à l'international. Ah, c'est hyper intéressant. Mais quand tu dis que vous êtes présent en France, concrètement, où est-ce que vous allez? Où sont vos actions? Nous, l'idée, c'est d'aller là où les gens ne vont pas. C'est un peu un de nos slogans. Ouais. Et en fait, ça s'est fait de manière toute bête, mais les premiers French doctors qu'on fondé Médecins du Monde et qui, dans les années 80, allaient en Afghanistan et ailleurs. Il y en a un qui partait en mission tous les 6 mois. Et sa mère, à un moment, elle lui a dit, écoute, c'est génial, t'arrêtes pas de venir là dans notre appart parisien et de partir à l'autre bout du monde. Mais en fait, en bas de la rue, il y a un gars, il voit jamais de médecin et il a besoin d'aide aussi. Est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose pour ça? Waouh. Et donc MDM s'est mis à créer dans les années 80 des missions en France. Ok. Et avec un esprit un peu punk. Par exemple, MDM est très connu pour ce qui est la réduction des risques. Donc c'est tout ce qui est lié à l'usage de drogue, pour faire que les gens qui consomment des drogues le fassent de la manière la plus safe possible. Et Médecins du Monde, c'est la première orga en France à avoir commencé à distribuer du matériel propre de consommation dans la rue. Et c'était complètement illégal à l'époque. Les policiers étaient envoyés pour récupérer les seringues et les casser à la sortie du camion de Médecins du Monde. Les médecins se faisaient attaquer en justice. Et quelques années après, c'est devenu intégré dans la loi française. Et maintenant, les gens ont accès à du matos propre parce qu'en fait, quand on fait ça, ça permet que toute la société ne subisse pas le développement de maladies comme des hépatites, le VIH, etc. C'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est une réalité que c'est même encore aujourd'hui punk parce que je me rappelle il y a pas si longtemps mais vraiment du scandale autour des salles de shoot. Or, moi, je suis complètement de votre côté. Je pense que c'est ultra nécessaire d'encadrer parce que quoi qu'il arrive, évidemment, dans un monde parfait, il n'y aurait plus besoin de salle de shoot. On est bien d'accord. Et vous n'êtes absolument pas d'ailleurs en train de promouvoir le fait de se droguer, mais plutôt de préserver les gens qui sont addicts, prendre soin d'eux, mais prendre soin aussi de toute la société, en fait.
En fait, c'est ça, la santé, c'est l'affaire de tous. Je pense que tout le monde l'a vécu pendant le Covid. Il s'est passé un truc énorme au niveau de la santé et il a fallu que toute la société réagisse collectivement. Donc nous, l'idée, c'est qu'on a de jugement sur personne, sur aucune pratique. Notre seul but, c'est la santé. Et donc moi, je suis coordinateur de programme. Et en fait, j'ai une équipe d'une 40aine de personnes, des salariés, des bénévoles, et on intervient auprès des personnes étrangères qui sont exilées à Paris et qui sont dans des campements de fortune. Donc, s'il y a des Parisiens qui écoutent, ou même des gens qui regardent pas mal les infos, tous les 3-4 mois, on entend parler de campements qui sont démantelés à Paris. Il y en a eu beaucoup pendant les Jeux Olympiques. Et ben, nous, on intervient sur ces campements et dans les squats avec des équipes bénévoles et salariés, que des personnes qui souvent ont traversé la terre entière. On m'a raconté des fois des histoires complètement ubuesques ou incroyables. Et ils arrivent ici à Paris. Malheureusement, ils doivent passer par la case sans-abrisme. Et donc, nous, notre rôle, c'est de dire, bah voilà, là, t'as accès à un médecin et on va faire pression sur les autorités pour que des conditions plus favorables pour ta santé à l'avenir. Et alors, c'est vachement intéressant quand tu parles de toutes ces anecdotes d'actions de proximité. Toi, ça fait 6 ans que tu es sur le terrain. J'imagine que t'en as beaucoup. Est-ce qu'il y en a peut-être une marquante que tu aimerais me raconter? Écoute, alors il m'est arrivé pas mal de choses. Je sais que les gens ont souvent une mauvaise image des squats, par exemple. Et alors si on peut démystifier ça peut-être par ce podcast, tu me donnes cette occasion-là, c'est chouette. Ouais, bah de toute façon tu l'as prise. Hein. Est-ce que j'ai eu le choix? Non. Nous, les personnes arrivent ici en campement. Et souvent elles vont se mobiliser pour leurs droits. Voilà, on parle souvent des migrants comme une masse un peu informe, parce qu'on veut faire peur aux gens. En fait, bah c'est des gens comme toi et moi. Moi, ce qui me touche le plus souvent, c'est que c'est très souvent des jeunes gars de mon âge qui arrivent ici. Et j'avais rencontré dans un squat un gars Ahmed, qui était un jeune ingénieur soudanais. Donc en 2019, il y a eu une nouvelle guerre civile au Soudan. Ils se sont mobilisés comme nous ici en France quand il y a eu une nuit debout sur la place principale de Khartoum, qui est la capitale. Et en se mobilisant là-bas, il y a eu de la répression violente. Lui, il avait perdu un ami qui a été tiré par balle lors de cette répression. Et donc, il a entamé un voyage et il est arrivé à Paris. Et Ahmed, que je rencontre dans un squat, je le revois avec sa communauté quand ils essayent d'ouvrir un autre bâtiment dans le 15e arrondissement de Paris. Donc, on est prévenu que voilà, ils font ce qu'on appelle un sous-marin. Donc, il y a des bâtiments vides qui ne servent à rien. Il n'y a pas de meubles dedans. Il y a des gens à la rue qui se disent, nous, être à la rue, c'est trop dur, en fait, pour notre santé physique et mentale. On va péter un câble. Puis là, on est en novembre. On l'oublie, mais nous-mêmes, on a froid et on est tellement reconnaissant de pouvoir allumer son chauffage. Certaines personnes sont à la rue. C'est terrible. Exactement. J'ai l'impression de dire que l'eau ça mouille, mais enfin, le cerveau humain est fait de cette manière-là, c'est qu'évidemment qu'on peut pas garder toutes ces informations très tristes en nous en permanence, donc il y a des moments où on l'oublie, et ça fait du bien de se le rappeler avec toi. Bah c'est ça, de rouvrir un peu, tu vois, notre capacité à avoir de l'empathie. Ouais, c'est ça. Et donc ils ont investi une ancienne école désaffectée dans le 15e arrondissement. Et donc ils se mettent dedans plusieurs nuits. Au bout d'un moment, la police apprenne qu'ils sont là, donc ils vont nasser le bâtiment, empêcher les accès. Nous, on arrive à négocier un accès en disant c'est l'État qui nous envoie là. On est une équipe médicale. On vient faire le bilan médical des personnes. Donc déjà, on manque complètement aux policiers pour rentrer dans le bâtiment et pour vraiment soigner les gens, parce qu'il y a des femmes enceintes. Enfin, il y a genre 150-200 personnes dans le bâtiment. Donc on rentre dans le bâtiment avec mon équipe. On lance une consultation. Et là, on se rend compte que plus rien ne peut filtrer hors du bâtiment. Donc, on est assiégé par des forces de police à toutes les sorties du lieu. C'est un peu angoissant. Hein. Bien sûr. Et eux font un truc ils ont un ordre qui est complètement illégal. C'est pas eux qui décident, c'est les ordres au-dessus qui leur sont donnés, qui est d'assiéger les gens pour dire, en fait, il faut que vous sortiez de ce bâtiment. Et si vous sortez, vous aurez pas de problème. Par contre, si vous restez dedans, on pourra pas faire passer d'eau, on pourra pas faire passer de nourriture. Donc, on est vraiment en état de siège dans ce bâtiment. Il faut savoir que normalement, parce que là on va me dire oui, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce bâtiment, ils ont pas à être là. Il y a un droit au logement en France. Et donc quand un bâtiment est vide et vraiment inutilisé et que des gens sont dans une situation de précarité extrême, normalement il faut qu'un huissier passe constater l'occupation et c'est un juge qui va décider si oui ou non on autorise les gens à rester. Donc c'est pas l'action policière, c'est pas à eux de faire ça. Bon, ils ont cet ordre, ils le font. Donc nous on se retrouve à faire des consultes et là ça devient un peu l'apocalypse à l'intérieur du bâtiment. Il y a des gens qui, vu qu'il n'y avait pas de chauffage, ont essayé de faire un petit feu dans une pièce. Donc, il y a une dame qui fait un malaise. Donc, les pompiers rentrent, ils ont des masques à gaz, ils sont en train d'évacuer la dame. Moi, j'ai une infirmière sage-femme, une médecin sage-femme qui s'occupe d'une femme enceinte qui a soif, qui a faim, qui est sur le point de faire un malaise, mais on peut rien faire rentrer depuis l'extérieur. Et là, il y a Ahmed, dont je te parlais tout à l'heure, qui débarque, grand sourire, et qui me prend dans ses bras, il me dit, ah, Paul, je suis heureux. Je dis, mais
comment, enfin, mec, c'est objectivement la merde. Enfin, je veux dire, on est assiégés. Ce soir, a priori, je ne sais pas, tu dors dehors. Il y a des gens qui font des malaises. On n'a pas de solution, enfin. Et là, il me sort une clé de sa poche. Il me dit, mais Paul, regarde, j'ai une clé. J'ai trouvé une chambre pour moi. Et donc, si on arrive à rester ici, moi, pour la première fois de ma vie, pour la première fois depuis mon départ du Soudan, j'aurai une chambre tout seul parce que je suis parti depuis 3-4 ans et j'ai toujours dormi entassé dans des dortoirs avec plein de monde. Et tu sais, ça m'a fait un truc de me dire, bon, déjà, moi, j'ai l'honneur d'être là à aider ces gens. Ouais. Et en plus de ce gars, il avait entre 30 et 40 ans, ingénieur, et là, il était juste heureux d'avoir la clé d'une chambre désaffectée d'un bâtiment assiégé. Oh là là, frisson. Hein. Wow, cette scène, elle est incroyable. On dirait un tableau de la Renaissance. C'est presque ubuesque, en fait, ce que tu me racontes. Et surtout, de se dire que c'est très certainement à un arrondissement près de là où on habite. C'est comme si deux mondes cohabitaient sans jamais se voir. Je trouve que c'est fou. Comment toi tu fais pour rentrer chez toi le soir et juste penser à autre chose? Mais moi ça me détruirait quoi de voir tant de douleurs comme ça jour après jour. C'est pas toujours facile, c'est certain. J'imagine bien. Ce qui est chouette, c'est qu'à Médecins du Monde, on est vraiment dans le prendre soin. Donc, il y a le prendre soin des autres et il y a évidemment prendre le soin de soi. Donc, nous, on essaye d'être une asso la plus bien traitante possible pour les membres de cette asso. Donc, on nous propose des séances de psy. Moi, dès que je vis quelque chose d'un peu dur, j'ai le droit à des débriefs avec des psychologues. On met en place des séances de supervision aussi. Donc, c'est en gros des séances de psy d'équipe où on parle justement des situations pour les détricoter et pour essayer de pas ruminer chez soi. Après, il y a quelque chose d'un peu dingue en fait, t'es à Paris. Des fois, tu passes la journée sur un campement. Il y a 3-4 000 personnes. T'es dans une urgence humanitaire. Et en fait, t'es à Paris. Donc après, tu prends le métro, donc tu vas sous terre, tu retournes au-dessus de terre et t'es dans une autre ville où tu vas au théâtre avec tes potes, boire un coup quelque part. Et donc, à la fois, c'est hyper agréable parce que mes collègues de l'international, quand ils partent en mission, ils vivent ça en permanence parce qu'il y a une ambiance, il y a des codes de sécurité à suivre parce que t'es dans le pays, t'es sur le terrain, etc. Nous, quand on est ici, on vit quelque chose la journée ou des fois le soir en maraude et tu peux revenir à ton quotidien. Donc, c'est génial. Et en même temps, la transition, elle est pas toujours simple. Ça doit être lunaire. De regarder les gens et de dire mais les mecs vous êtes tellement insouciants et moi la première tu vois. C'est ça qui est un peu dingue et en même temps je me sens hyper chanceux. Moi je suis un petit gars des Vosges donc je viens d'un petit village tu vois 200 habitants. Je suis arrivé à Paris pour mes études, j'ai découvert la migration et on en entend beaucoup de mauvaises choses et en fait moi ça a bouleversé positivement ma vie. Enfin ça fait 10 ans tu vois que j'ai commencé à être militant sur cette problématique, 6 ans avec Médecins du Monde. Et en fait, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai appris l'existence de pays que je ne connaissais même pas. Moi, ça fait quelques années que j'essaye d'apprendre le dari, qui est une des langues de l'Afghanistan. Et j'arrive un peu à parler avec les mecs dans leur langue. Donc les gars, des fois, ils se tapent le cul par terre de voir qu'il y a un Français qui parle leur langue, ils comprennent pas pourquoi. Et en fait, on a une richesse à Paris d'être au carrefour du monde entier, en fait. On est une ville privilégiée, on vit dans un pays en paix. Et on a la chance d'être un pays qui peut accueillir du monde. Et donc nous, à Médecins du Monde, on défend ça. Le fait que c'est possible d'accueillir des gens et qu'en plus c'est une richesse pour nous et qu'il faut le faire évidemment dans des conditions dignes avec des parcours de santé définis parce que ce qu'on a aujourd'hui c'est une situation qui crée du sans-abrisme et le sans-abrisme il est souhaitable pour personne, évidemment pas pour les personnes qui s'y trouvent ni pour les riverains, les gens qui vivent dans la ville. L'espace public c'est un peu notre bien commun et nous on essaye de défendre l'idée d'en retirer un maximum de monde. Personne ne devrait avoir sa santé qui s'abîme petit à petit dans l'espace public. Ce terme dignité, je pense que c'est ce qu'on va retenir de cet épisode-là. C'est l'un des fondements de l'humanisme, en fait. Sans sa dignité personnelle, et ça passe par des choses très simples. La propreté, un regard posé sur soi, le fait d'être, je sais pas, remarqué, d'avoir sa place dans la société. C'est des choses qui sont tellement basiques qu'on les prend pour acquis et qui, pour certaines personnes, ne le sont pas. Tu parles d'une clé. C'est tellement saisissant comme moment et en plus, tu vois, je trouve ça intéressant que tu soulignes le fait qu'il soit ingénieur dans son pays. Aïe, ça bouleverse. Je sais pas si je dois te remercier parce que moi, je pensais qu'il y avait quand même à la base une histoire d'amour et j'étais en mode yes, les faits l'amoureux, j'adore. Mais merci pour cet épisode hyper riche. T'en parles avec des paillettes plein les yeux. On sent que t'es habité par ça et que tu te sens bien au sein de ton ONG, c'est Carrément. Important aussi. Bien sûr. Tu vois, tu dis prendre soin, mais ça commence par soi. On pense toujours au masque dans l'avion. Ça commence par soi, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est ça.
Et écoute, nous on recrute des bénévoles, on recrute des soignants, s'il y a des gens qui veulent s'engager avec nous. Moi j'ai vécu certains des plus beaux moments d'engagement de ma vie avec Médecins du Monde. Je pense que la plus belle manif que j'ai fait de ma vie, c'est le jour où on est parti justement d'un de ces lieux squattés vers la mairie de Vitry-sur-Seine. Et donc t'as des habitants d'un bâtiment vide qui disent bah voilà, on veut rencontrer le maire pour essayer de rester dans le bâtiment. Et on commence la manif et c'est un peu plan-plan. Il se passe pas grand-chose au début, il y a la centaine d'habitants, il y a un militant qui essaye de leur donner des slogans très français mais ça marche pas. Et on arrive au niveau de la gare de Vitry, on est rejoint par des collectifs sans papier qui ramènent des djembés et qui se mettent à lancer un gros rythme de djembé. Et donc là la manif prend un tout autre air parce que tout. Et donc là les exilés se mettent un peu à danser. Génial. Nous on les suit un petit peu. Et là il y en a un qui attrape le mégaphone et au lieu de faire les slogans habituels, qui sur le rythme de percu commence à poser quelque chose. Et donc il commence à lancer papier, logement, et là il y a un orage qui éclate et il se met à pleuvoir. Oh non. Et donc je me dis mais énorme fail de manif. On va devoir s'arrêter là. La danse de la pluie en fait. Et ça part en danse de la pluie. Oh. Tout le monde enlève son manteau, son truc et il nous reste 1,5 km à faire et on part vers la mairie en dansant sous la pluie. On arrive devant la mairie et le maire ne voulait pas rencontrer les habitants. Donc on est là à danser sous la flotte dans un truc hyper joyeux. Et là, comble du dingue, la porte de la mairie s'ouvre. Et là, il y avait un mariage qui était en cours. Donc pas le mien parce que j'adore. Bref. Cette fois un vrai mariage et il y a la porte qui s'ouvre et c'était un mariage marocain. Mais donc les femmes magnifiquement grimées avec de très beaux voiles et ils nous regardent et là ils voient franchement 5 associatifs et 100 personnes d'un squat qui dansent. Ils sortent une derbouka et ils nous rejoignent. Mais non. Et le maire était là donc les gens ont pu aller parler au maire. Et en fait, à chaque fois que je reparle de cette manif, j'ai des frissons, mais jusqu'aux cuisses là. Moi, ça me refait des frissons parce qu'en fait, je me dis mais moi, petit gars d'un petit village en France, j'ai la chance de vivre ça avec des gens et à chaque fois de vivre ces expériences dingues. Et voilà, ce qu'on fait nous à Médecins du Monde, c'est une machine incroyable à fabriquer de l'engagement. Donc, waouh. On va sur le site de Médecins du Monde pour s'engager. Carrément, le site de Médecins du Monde et les réseaux sociaux de Médecins du Monde, Instagram et compagnie. On peut nous trouver très facilement et comme ça les gens peuvent se renseigner et voir s'il y a des choses qui les intéressent. Trop cool. Bah merci beaucoup pour toutes ces belles anecdotes qui me donnent des frissons de ouf. Et puis bravo pour ton engagement et je me dis qu'on est vraiment chanceux et chanceuses d'avoir des gens qui donnent comme ça de leur énergie, de leur temps, etc. pour les autres, quoi. Ça redonne foi en l'humanité. Et ça fait du bien. Merci beaucoup. Écoute, merci de nous avoir ouvert ta porte. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.